Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, la vie secrète des paparazzis. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui, je reçois Mathilde Reynal. Coucou. Tu es journaliste musicale et présentatrice radio. Tu animes l'émission L'après-midi de l'après-midi sur Radio Nova. Ton pseudo sur Insta, c'est Scandal Jenner. Yes. Pourquoi ce nom ? Alors pour être très sincère, c'est parti de, je sais qu'avec ma meilleure amie, on a fait la blague un jour en soirée, mais dans un contexte vraiment très très random, et en fait je l'ai juste mis sur Insta. Ok. Après j'ai travaillé pour un événement où en fait dans la programmation ils l'ont mis en tant que nom de scène, si tu veux. Et à partir de là, du coup, c'est resté. C'est devenu... Et maintenant, je crois que je peux plus changer, du coup. Ton identité, oui, c'est ça. Ça y est, c'est terminé. Ok. Ouais. Aujourd'hui, on va parler donc de paparazzi. Est-ce que tu t'intéresses ou est-ce que tu t'es déjà intéressé aux photos de paparazzi en général, ou est-ce que tu as vu passer des photos qui t'ont marqué ? Alors, quand j'étais petite, c'est vrai que je pense que j'étais grave dans le truc, en mode ça me fascinait un petit peu, tu sais, les closers et tout, les trucs comme ça. C'était l'ERA, quand même. Bien sûr. T'as quel âge d'ailleurs ? J'ai 30 ans. Qui était une énorme star au moment de ta jeunesse quand tu découvrais les photos de paparazzi ? Alors, je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est Britney Spears, évidemment, puisque c'était le moment où elle était, la pauvre, elle était méga dans la sauce, etc. Et je pense que c'est vraiment la première star que j'ai en tête. Lindsay Lohan aussi, qui prenait pas mal cher à cette époque. C'est vrai. Mais je pense que c'est un petit peu les deux personnes à qui je pense spontanément quand je pense paparazzi, photo. Au moment où c'était vraiment la grosse ère des paparazzi, j'étais quand même super jeune et je comprenais même pas forcément ce que ça impliquait. Ouais. Mais je me souviens qu'il y a toujours eu un truc où ça me mettait un peu mal à l'aise, où j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi en fait on arrivait dans un peu cette sphère intime, tu vois, des gens. Et du coup, ça a jamais été vraiment un intérêt en mode « Oh, je suis fascinée, j'aimerais bien faire ce métier-là, je les trouve incroyables » ou quoi. C'est plus... ça a toujours été un gros point d'interrogation un peu, si tu veux. Est-ce que t'aimais Britney Spears déjà à ce moment-là et du coup, forcément, t'allais plus la suivre et plus t'intéresser à ce qui se passait ? Cela dit, c'était difficile à cette époque, je pense, d'échapper aux photos de Britney Spears, ouais. Qu'on soit fan ou pas. Mais peut-être que Lindsay Lohan, Britney Spears, c'était des personnes que tu appréciais et du coup, tu voyais plus passer les photos. Ouais, exactement. Ouais. Et puis ma mère achetait ces magazines-là, en fait, quand j'étais petite. Donc, tu sais, ils étaient dans les toilettes quand j'étais petite et je me souviens que je regardais, mais sans vraiment comprendre, en fait, un petit peu le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que Britney Spears était quand même la personne qui revenait systématiquement dans chaque seconde de sa vie et tes pieds quand j'étais petite, quoi. Évidemment, on va en parler dans cet épisode. Donc, à l'été 97, la princesse Diana, qui n'est plus princesse à ce moment-là, et son compagnon quittent le Ritz à Paris. Sur la route, ils sont poursuivis par des paparazzis. J'imagine que tu as entendu parler de cette histoire. Tout à fait. Voilà. Dans un tunnel, c'est le crash. Diana, son compagnon et leur chauffeur ne survivent pas. Cette tragédie illustre le rôle grandissant des paparazzis dans la vie des stars à cette période. Et on aurait pu penser que ça mettrait un coup d'arrêt à la profession de paparazzi. Ils étaient évidemment vivement critiqués, mais finalement pas du tout, parce que les paparazzis par la suite sont devenus encore plus intrusifs dans les années 2000, dans un contexte de restructuration des tabloïds, des magazines People. Et ils n'ont plus causé de mort comme ça directement, mais parfois ils s'en sont approchés et ils ont été les témoins et les participants de la descente aux enfers de célébrités comme Britney, évidemment. Et donc aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des paparazzis. Je suis toute oui. Est-ce que tu sais comment ça a commencé cette profession ? D'où ça vient ? Alors moi j'ai entendu une histoire il y a très longtemps, mais je sais pas si elle est véridique du tout. C'est une histoire qu'un ex m'avait racontée. On va fact-checker ton ex. Ouais, de ouf. Parce que en gros, quelqu'un de sa famille, je dis pas que c'est l'origine des paparazzis, mais en tout cas au moment où ça a un peu commencé ce délire-là, quelqu'un de sa famille était aux États-Unis et avait donné des appareils photo à des SDF. Et l'idée, en fait, c'était que ils fassent des photos en n'étant pas cramés, si tu veux, parce que personne ne va se douter que le SDF au coin de la rue va prendre des photos de Britney Spears en loose day, si tu veux. Et qu'à partir de là, en tout cas, je dis pas du tout que c'est la naissance du truc, mais que lui, en tout cas, il a fait fortune comme ça, parce qu'en fait, du coup, il a capté qu'il pouvait donner les appareils photos à des gens moins cramés que lui et en faire une profession, puisqu'après, il se faisait de l'argent avec ces trucs-là. Alors, que tu dis, en tout cas, c'est vrai. J'étais pas au courant pour ça spécifiquement, mais en tout cas, on pouvait donner, à un moment donné, dans les années 2000, des caméras à des valets de chambre, tu vois, dans les hôtels, etc. Effectivement, des gens qui avaient accès aux célébrités et qui n'étaient pas soupçonnés par les célébrités. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un moment où tout le monde un peu pouvait devenir paparazzi. C'est un côté bien vicelard, quoi. Tu vois, c'est un peu, voilà, ça symbolise bien trouver la profession. personne pas cramée, machin. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça, parce que ça a démarré dans les années 50 à Rome. Ok. Et pourquoi Rome ? Donc, on est bien sûr dans l'après-guerre.
beaucoup de productions américaines s'installent à Rome. Mussolini, à l'époque, quand il était au pouvoir, il voulait concurrencer Hollywood et donc il a créé un studio qui s'appelait le Cinecittà, désolé pour ma prononciation en italien. Et surtout, les Italiens, dans l'après-guerre, ne voulaient pas que des Américains puissent projeter leurs films en Italie sans que l'argent revienne du tout au gouvernement italien ou aux Italiens, à l'économie italienne. Et donc une loi est passée qui obligeait les producteurs américains à vraiment tout faire en Italie, produire entièrement leurs films en Italie pour pouvoir projeter leurs films en Italie. Donc voilà. En même temps, d'ailleurs, il y avait une loi aux États-Unis qui permettait aux Américains de ne pas payer de taxes aux États-Unis s'ils avaient passé plus de 18 mois à l'étranger. Et donc les producteurs américains se disaient bah super, on va faire ça en Italie, comme ça on est gagnant sur tous les plans. Et donc ça a fait que vraiment Hollywood s'est délocalisé complètement à Rome, quoi. Voilà. Et donc il y avait énormément de stars. Et il y avait évidemment des photographes qui à la base prenaient des touristes en photo et se sont évidemment tournés vers les célébrités en disant tiens c'est intéressant, elles sont là. Et les célébrités en parallèle se posaient moins de questions parce qu'ils se disaient ah bah c'est bon, on n'est pas à Los Angeles, c'est que les pecnos d'Européens. On s'en fout. On s'en fout, exactement. Ils ne s'attendaient pas du tout à être la cible de photographes. Mais donc la profession s'est développée comme ça. Et ils se faisaient déjà beaucoup d'argent pour les photos? Alors, sait pas du tout. Pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, pas tant d'argent que ça. Et donc il y a une rue en particulier qui s'appelle la Via Veneto, qui était à la base une rue très calme avec genre quelques cafés, quelques hôtels. Et bah forcément les célébrités s'installaient là parce que c'était pratique, c'était calme et tout ça quand ils venaient tourner. Et finalement, les Italiens ont senti le business derrière. Ils ont créé de plus en plus d'hôtels, de plus en plus de cafés. C'est devenu vraiment la rue des célébrités. Donc c'est vraiment les Champs-Élysées des célébrités, quoi. La rue des Restas. La rue des Restas, exactement. Donc les paparazzi, ils pouvaient rester aux terrasses de café, ils pouvaient attendre devant les hôtels. Ils savaient qu'ils allaient voir des stars. Donc voilà. Le truc, c'est que à ce moment-là, la technologie est évidemment pas du tout aussi évoluée qu'aujourd'hui. Tu peux pas prendre des photos de loin un peu en cachette. Le photographe, il est vraiment à côté de toi, donc il passe pas inaperçu. Donc tu sais que tu es prise en photo. Toutes les célébrités savaient qu'elles étaient prises en photo. Parfois même les paparazzi vont faire exprès d'agacer les célébrités pour avoir un bon cliché. Regarde, ça c'est une photo d'un acteur qui s'appelle Anthony Steele. Alors ce monsieur est dans une position, je sais pas, ses jambes sont un petit peu dans une position arquée. Très particulière. Oui, arquée, voilà, c'est ça. Et puis ça se voit que le mec l'a saoulé. Il a les poings serrés, il est comme ça. Il est extrêmement énervé. Et il a l'air d'avoir sa meuf dans la voiture qui comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. Je sais pas pourquoi cette photo me fait de la peine en fait. Ça me fait de la peine. Bon déjà il était en état d'ébriété et les paparazzi savaient très bien que à chaque soirée, parce que bien sûr ils allaient beaucoup aux fêtes pour attendre les stars qui sortaient, et ils savaient qu'il aimait bien boire et que quand il buvait il s'énervait facilement et donc ils allaient le provoquer. Est-ce que c'est pas la première photo de paparazzi problématique du coup, je pense en vrai. Le côté invasion de la vie privée, il est complètement flagrant, quoi. Donc à la base, ils étaient à Los Angeles, ces acteurs, et à Los Angeles, il y avait des accords entre les studios et les photographes. À l'époque, les acteurs travaillent pour un studio, ils sont spécialisés, c'est-à-dire que tu peux pas travailler pour Universal et le lendemain un autre studio. S'il y avait une photo compromettante dont des médias disposaient, le studio allait interférer pour dire non mais attendez, si vous acceptez de ne pas publier cette photo, on va vous proposer autre chose, une interview exclusive, un scoop. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors que là, c'est sans foi ni loi en Italie. Et ça veut dire quoi, paparazzi ? On peut y venir tout de suite si tu veux. L'actrice Anita Ekberg, elle avait voulu se tremper ses pieds dans une fontaine à Rome. Et cette photo, qui est une des premières photos de paparazzi, a été ensuite reprise dans le film La Dolce Vita, qui est sorti quelques années plus tard. Cette scène entière a été recréée et ils sont pris en photo par un paparazzi. Le réalisateur lui donne le nom de Paparazzo parce qu'à ce moment-là, il y a un roman qui sort avec un personnage qui s'appelle Paparazzo. Le mot paparazzo, qui veut rien dire à la base, le Z, ça évoque un insecte un peu collant. Direct, tu vois un petit peu comment les paparazzis sont perçus, quoi, tout simplement. Oui. En 1958, un paparazzo dit « Rien ne nous arrête, même si ça veut dire renverser des tables et des serveurs ou pousser une vieille dame qui ne comprend pas ce qui se passe et commence à hurler. Même si la police intervient ou si on poursuit la cible toute la nuit, on ne lâche rien. On se bat toute la nuit avec les flashs. » Ça me fait penser à ce film horrible. C'est deux mecs, je crois, je me souviens plus du tout le nom de l'acteur. J'ai beaucoup de mal à m'en souvenir. Il crée des situations, il crée des accidents pour après être le premier à prendre des photos. Nightcrawler, peut-être ? C'est ça, Nightcrawler. Ouais. Ok, tu vas donner envie de le regarder. Une petite reco. Donc, ça, c'est vraiment le début. Ensuite, évidemment, avec la technologie qui évolue, les photographes peuvent prendre des photos de plus loin. C'est notamment le cas en 1962. C'est une photo qui a été prise par Marcello Geppetti. Une photo de Richard Burton en train d'embrasser Elizabeth Taylor.
Donc ils sont sur On un est bateau. une petite séquence love. Et donc là, vraiment, ils pouvaient pas du tout soupçonner qu'on les prenne en photo de loin, quoi. Et d'ailleurs, les paparazzis se spécialisent aussi un peu dans l'exposition de relations illégitimes à ce moment-là. Là, on passe en mode presse à scandale, quoi. Ça Exactement. Ensuite, la profession de paparazzi se développe aux États-Unis. En 1971, le photographe américain Ron Galella prend en photo Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, à ce moment-là, le déteste. Vraiment, elle ne le supporte pas. Il la poursuit à New York parce qu'il tombe sur elle par hasard alors qu'il est en train de prendre en photo une mannequin à Central Park. Il monte dans un taxi, demande de suivre Jackie. Il l'interpelle. Jackie Kennedy se retourne. Elle a les cheveux dans la figure. Elle a même pas l'air si saoulée que ça, là, tu vois. Non, parce que je crois qu'elle a même pas eu le temps de voir que c'était lui. Elle a même pas capté ce qui se passe, là. Ouais, trop belle. Ça participe à la glamourisation de Jackie Kennedy. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette photo, elle est exposée au MoMA à New York, avec 4 autres photos du même photographe, pour dire que vraiment, il y a des photos de paparazzi qui, à la base, étaient vues comme trashy, qui sont devenues un peu de l'art aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et donc, cette photo en particulier a été extrêmement importante pour le public américain. Elle n'est pas contente. Une semaine après la publication de la photo, elle obtient une mesure d'éloignement contre lui. Donc c'est vraiment... elle l'a très mal pris. Une fois, il s'est caché dans un porte-manteau dans un restaurant. Non mais ça y est. T'imagines? J'imagine le mec, tu sais, avec un journal et avec des petits trous dedans. C'est genre, exactement ça. Genre. Je peux comprendre que les célébrités n'aient pas envie d'être poursuivies et harcelées. Mais en même temps, parfois, c'est les photos qui restent le plus après dans les annales de l'histoire, quoi. Au début des années 90, c'est le début de l'âge d'or des tabloïds. En tout cas, on n'y est pas encore vraiment. L'âge d'or, c'est les années 2000 plutôt, mais ça commence. Il y a des magazines, notamment aux États-Unis, qui s'appellent Star ou le National Enquirer. Des émissions aussi de télé comme Entertainment Tonight ou la chaîne E! Qui demandent de plus en plus ce type de photos. Un photographe de l'époque, Peter Bryan, raconte que à la base, il avait fait des études de journalisme. Il devait juste être un photographe de presse classique. Puis il s'aperçoit que les tabloïds payent mieux. Et ça, on lui avait pas dit à l'école de journalisme. Bizarrement, ça paye mieux de harceler les gens que d'aller sur le front de guerre, je sais pas. Et un jour, il a une photo de Lou Ferrigno. Un tabloïd lui achète la photo pour 10 fois ce qu'il gagne en une journée pour le Los Angeles Times, quoi. Donc il se dit, finalement, est-ce que je devrais pas en faire mon métier ? Donc il décide de commencer à suivre les stars. Il dit d'ailleurs que sa photo la plus lucrative, c'est Elizabeth Taylor. Pendant une lune de miel au Maroc, tu sais, elle s'est beaucoup mariée, donc voilà, c'est une de ses lunes de miel. Et la photo lui a rapporté en tout $200,000. Oh la vache! Ah ouais. Je pensais pas que ça se chiffrait à ce point. Ça devient de plus en plus lucratif. Les paparazzis, du coup, deviennent de plus en plus agressifs. Et ils se disent, oula, mais attends, c'est mon moyen de, je sais pas moi, payer ma maison. $200,000, je pense que t'avais 3 maisons à l'époque. Mais exactement, dans les années 90. Ils vont de plus en plus loin. Le photographe Phil Ramey loue un sous-marin pour espionner la princesse Diana. Tu crois que le sous-marin lui coûte combien ? Ils devaient se dire, les photos me rapporteront plus. C'est ça, justement, tu vas découvrir combien ça peut rapporter une photo de Diana à l'époque. Parce que donc Diana, elle a à ce moment-là divorcé. Elle n'est plus dans la famille royale. Elle est donc nouvellement célibataire. Elle est très suivie par les paparazzis. Tout le monde veut savoir ce que devient la princesse Diana. Le 6 août 1997, le Sunday Mirror publie une couverture, The Kiss. Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être... Donc c'est Diana qui embrasse son compagnon Dodi Fayed. Encore embrasse, elle l'enlace là. En fait, elle l'enlace. Oui, là-dessus, ils s'embrassent même pas. T'as raison. C'est juste qu'ils s'enlacent. Elle est de dos. Lui, il est de face, mais caché par son visage. Donc en fait, on voit même pas de qui il s'agit. Et en fait, ils passent plusieurs jours sur le yacht. Donc il y a d'autres photos qui sortent derrière. Là, c'est un petit peu plus explicite. Ils sont même pas en train de s'embrasser ou quoi, mais on est sur des amoureux en train de chiller sur un bateau, quoi. En train de chiller sur un bateau. Un autre maillot de bain qui a l'air super sympa. Mais ouais, ça flirtouille sur le bateau, quoi. Pareil, on voit même pas la tête de Diana, on voit même pas la tête du gars. Non. On voit mieux les pieds. Voilà. Peut-être pour les fétichistes des pieds. Le premier Wikifit. À ce moment-là, la princesse Diana, elle vit une passion de ouf. En gros, elle passe tout son temps avec ce gars. C'est vraiment les premiers jours de leur histoire d'amour, les premiers mois en tout cas. Toutes ces photos-là, il y en a même pas une dizaine, je crois. Combien le Sunday Mirror les achète, à ton avis ? On est en quelle année ? 97. $1 million, j'ai envie de dire. 2 millions. 2 millions de livres, du coup. 2 millions de pounds, oh my god. 2 millions. 2 millions. Comme les autres tabloïds n'ont pas pu avoir ces photos, un autre tabloïd les recrée carrément par ordinateur. Non. Je te jure. C'est déjà sous IA. T'imagines ? Comme ça rapporte 2 millions de dollars, les photographes se disent « Ok, notre cible, c'est Diana ». Donc là, on est en août, 97. Les 2 semaines suivantes, Diana et Dodi essaient d'échapper aux paparazzi à Londres, partout où ils vont. Ils prévoient de partir en croisière. Ils doivent juste passer d'abord à Paris. Et lui, apparemment, il veut acheter une bague de fiançailles. Il a dit à son père la veille, je veux demander Diana en mariage. Oh, ça me brise le cœur. Ça va pas être possible parce que les paparazzi les harcèlent. Ils peuvent à peine sortir.
Lui, il a un appartement à Paris. À ce moment-là, ils vont au Ritz, ils vont là-bas pour manger, ils se rendent compte que ça va être très compliqué de rentrer à l'appartement d'Audi. Ils devisent un plan. Le maître d'hôtel rappelle le chauffeur. Il pensait pas qu'on allait le rappeler, il pensait que c'était terminé. Et donc, il est allé picoler. On lui dit, là, il faut absolument que tu viennes, il faut absolument réussir à les exfiltrer discrètement, que les paparazzis ne les repèrent pas. Et a priori, c'est Dodi qui le convainc. Il dit, non, mais s'il te plaît, il faut que ce soit toi qui nous emmène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sortir nos voitures. Et donc, les paparazzis vont suivre les voitures, qui vont être en fait conduites par d'autres personnes. Et nous, en loose day, on va partir par la porte de service dans une autre voiture. Et c'est toi qui vas nous conduire. Ok. Il y a effectivement quelques paparazzis qui sont dupes de leur stratagème, mais il y en a d'autres qui comprennent tout de suite qu'en fait, ils sont pas dedans. Ouais. Et surtout, il y a des paparazzis qui attendent derrière du côté de la porte de service. Donc, tout le monde débarque. Oh là là. Ils sont poursuivis. Surtout, à un moment donné, ils s'arrêtent à un feu rouge. Et alors là, tous les paparazzis peuvent les rattraper. C'est vraiment l'embuscade. Le chauffeur redémarre avant que le feu passe au vert. Ok. Il trace et c'est là qu'il rentre dans un tunnel, le tunnel du pont de l'Alma. Donc, il a bu, il conduit à 160 km/h. Oh la vache. À un moment donné, il doit tourner le volant. Il roule tellement vite que la voiture ne touche presque pas le sol. Le volant répond moins à ses mouvements. Ça marche pas, donc il tourne beaucoup plus fort et c'est là qu'il s'encastre dans un pilier. Putain. Son compagnon meurt sur le coup, le chauffeur meurt sur le coup, mais Diana, de l'extérieur, a priori, elle a juste un peu de sang sur la tête. Sauf qu'en fait, elle a une hémorragie interne. Ah, voilà. la vache. Au moment du crash, il y a des photographes qui restent sur place, et notamment un qui se précipite sur la voiture. Il ouvre la portière et l'appelle un tabloïd. Non. Et donc, elle meurt finalement à l'hôpital. Et les flics arrivent peu après, et il y a encore des paparazzis sur place, et ils arrêtent tout le monde. Tous les paparazzis qui sont encore présents sur place. Plus tard, il y a un procès, ils sont tous acquittés. Non. Est-ce que c'est eux qui ont appelé la police de base ? Il y en a qui ont appelé les secours. Donc ils n'ont jamais été tenus responsables. Ils n'ont pas été tenus responsables. Ok. Le juge a dit c'est immoral, mais pas forcément illégal. Ouais. C'est pas forcément illégal de rouler à côté ou derrière une célébrité pour prendre des photos. Peut-être aujourd'hui ça l'est, mais en tout cas à l'époque. Ouais. Oui, c'était pas encore. Ouais. Et même aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit. Hein. Bonne question. Je sais pas trop. Ouais, j'en ai aucune idée. Mais en fait, les années 2000 sont encore pires. Oui. Aux États-Unis, le magazine Us devient hebdomadaire et se rebaptise Us Weekly. Donc ça devient vraiment un tabloïd hebdomadaire. Et c'est le début de la guerre entre Us Weekly et People. Deux gros tabloïds. Ils peuvent payer des centaines de milliers de dollars pour une photo. Une seule photo. Ouais. Les journalistes de Us se percevaient comme différents des tabloïds. Ils se disaient non mais nous on est au-dessus de ça. Ils déconsidéraient complètement les paparazzis, les méprisaient quasiment quoi. Et là, ils commencent à se dire « Ah non, mais en fait, les paparazzis, ils savent toujours où se trouvent les célébrités. Il faut qu'on bosse avec eux. » À la fin des années 90, des photos de Jennifer Lopez et Ben Affleck sont publiées. À la base, elles auraient dû être publiées dans Us Weekly. Et finalement, c'est People Magazine qui remporte le truc. Ils paient 75 000 $. Ok. Donc, c'est une photo qui va révéler la romance entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Là, on est sur un bisou évident, là, contrairement à tout à l'heure. Exactement. Là, voilà, bisou voiture. Exactement. Des agences de photographes commencent à se structurer. Et donc, c'est des agents qui font le lien entre les photographes et les médias, qui vont les mettre en relation. Et donc, les magazines n'emploient pas directement les photographes à ce moment-là. Et donc là, ils peuvent presque les mettre à distance et dire « Bah, c'est pas nous qui faisons n'importe quoi. C'est les paparazzis. C'est les paparazzis. Nous, on fait qu'acheter la photo. » Exactement. Okay. Nous, on n'a pas demandé qu'ils suivent telle ou telle star. Ils l'ont fait de même. On a juste acheté la photo. On n'est pas responsable de ce qui se passe. J'ai écouté un podcast de The Ringer, que je mettrai évidemment dans les notes de l'épisode, où un paparazzi disait « La plupart des paparazzis, c'était des latinos qui n'avaient pas beaucoup d'argent à la base et donc qui étaient exploités par des journalistes blancs qui étaient beaucoup plus riches, qui ont profité de nous et qui par contre nous critiquaient à la première occasion. » On en revient à ce fameux mec qui donnait des appareils photo au SDF. Bah en fait, moi je te mets bien, donc j'exploite ta misère en te faisant faire le sale boulot en fait. Quoi. C'est un cercle vicieux où en fait je comprends parfaitement le fait d'être en galère et d'avoir besoin d'argent, de faire de l'argent vite. Beaucoup d'argent, notamment aux États-Unis, où on sait un petit peu la réalité de ce pays-là, etc., où un café, ça coûte 19 $, enfin, à un moment donné, voilà. C'est clair. Donc je comprends, mais en même temps, ça reste un taf c'est un taf immoral, donc après, oui, ça. Tu veux nourrir ta famille, mais tu peux aussi devenir tueur à gages si tu veux pour nourrir ta famille, c'est pareil, tu vas te faire $1 million en 2 minutes, frérot, mais tu vas... Enfin, voilà, c'est... Ouais. Et comme la loi ne définit pas bien ce qui est OK, ce qui est pas OK... En fait, on se retrouve juste dans quelque chose... Moi, je trouve ça très immoral, quoi, en fait. Moi, c'est ça, en fait. Je pense qu'il a raison quand il dit que les médias essayaient de mettre à distance les photographes en disant « Non, mais c'est de leur faute à eux et pas à nous ». Je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais comme tout... C'est bien content qu'ils le fassent, tu vois. Voilà.
Le magazine Us Weekly crée la rubrique Stars, They're Just Like Us. Je t'en montre une. Charlize Theron à gauche, qui fait quoi, qui a des petites fleurs, qui a fait les courses, visiblement. Voilà. La meuf a juste acheté des fleurs. They buy fresh flowers. No fucking way. En fait, c'est vraiment... J'avais pas vu ça. Les stars, elles sont vraiment comme nous. Elles font exactement les mêmes choses que nous. Elles vont au supermarché comme nous. They reach for the top shelf avec, du coup, je n'arrive pas à January Jones qui est en train d'acheter des Doritos, visiblement. Décrivent des actions ultra random. Exactement. Ils sont comme nous. C'est vraiment les célébrités dans leur vie quotidienne. Et donc là, ils pouvaient encore aller acheter des Doritos tranquilles. Mais c'est ça qui me paraît ouf. Ouais. Peut-être parce que déjà, il n'y avait pas encore les téléphones portables, en tout cas, n'étaient pas du tout aussi courants, ou alors ils ne prenaient pas forcément des photos. Ouais. Aujourd'hui, c'est impensable. J'ai vu une vidéo de Squeezie il n'y a pas longtemps où il disait qu'il commandait ses courses en ligne. En fait, c'est évident. Tu me diras... Ouais. J'habite pas loin de chez McFly et Carlito, je les ai déjà croisés au Franprix. Mais non. Ouais. Ah bon? Ouais. Relatable, quoi. Ouais. Le mec va au Franprix, genre acheter des yaourts comme nous. C'est super. Il pourrait aujourd'hui terminer dans Stars, They're Just Like Us. Alors, moi, je trouve que c'est assez fascinant, ces photos-là. En apparence, elles sont extrêmement insignifiantes. Ce pauvre paquet de Doritos qui a rien demandé. Pourquoi tu penses que ce genre de photos nous plaît autant? Je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment ce truc, on connaissait rien de la vie des stars. Ouais, il y avait un mystère. Il y avait vraiment un vrai mystère. Et comme c'était des gens beaux, riches, fascinants, on avait envie de savoir ce qu'ils faisaient de leur life, tout simplement. Quant à aujourd'hui, je pense, j'ai grave dévié de ta question. Non, mais parce que je me faisais une remarque, je me disais, je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont pas grand-chose à foutre du fait que McFly et Carlito soient au Franprix. Ils veulent une photo de eux avec McFly et Carlito. Exactement. Ils veulent faire le selfie. Voilà, maintenant on est dans le truc de prouver que t'as vu la personne. Que t'as vu pour mettre dans ta story, en fait, pour dire ouais, aujourd'hui j'ai vu Squeezie chez Carrefour, tu vois, trop bien et tout. Quand en fait, avant, ce qui nous intéressait, c'était de savoir il achète quoi chez Carrefour. Non, mais c'est ça. Mais voilà, c'est juste, je me suis dit ça pendant qu'on parlait, mais c'était pas du tout ta question. Mais non, mais oui, qu'est-ce qui fascine en fait dans ces trucs de la vie quotidienne? Mais je pense que t'as raison, c'était le côté, ils sont très mystérieux, on sait pas ce qu'ils font dans leur vie privée, surtout quand ils s'attendent pas à ce qu'il y ait des caméras. Peut-être aussi qu'on a envie de voir si ils sont très différents quand ils ont pas forcément tout le maquillage, tout le glamour et tout ça. Peut-être que ça rassure aussi de voir que quelqu'un a des cernes comme nous. Bien sûr. Pour moi, l'image d'une star à Hollywood, c'est quelqu'un qui est habillé en survêt, mais bien sûr. hoodie. Grave. Quand je suis habillée en grand clochard à l'aéroport ou quoi, tu te sens grave comme une star. Exactement. T'es en jogging, lunettes de soleil, t'as grave l'impression que t'es Paris Hilton. C'est vrai que c'est grave ça. Mais je pense qu'on a un truc de toute façon de fascination aussi morbide un peu de vouloir trouver des défauts chez les gens. Quand tu me demandais mes premiers souvenirs de paparazzi, en fait les premières images que j'ai de closer, voici tous ces contenus là, c'était toujours pour dire que quelqu'un avait grossi, que en fait il était comme ça, que sa coupe de cheveux c'était de la merde, et en fait c'était toujours dans une volonté d'humilier. Exactement. Et c'est ça qui est trop triste, quoi. On aurait très bien pu aussi prendre une photo de Britney Spears pour dire elle est trop fraîche aujourd'hui, elle achète des pâtes. Non, mais t'as raison. Il y a une photo qui est, d'ailleurs, je la vois aujourd'hui beaucoup sur les t-shirts, les mugs, etc. C'est une photo un peu iconique de Paris Hilton, Lindsay Lohan et Britney Spears dans la voiture. Ouais. Et cette photo, elle a été publiée dans le New York Post. Et c'est assez incroyable parce que la photo, en apparence, c'est juste 3 meufs dans une voiture. Ouais. C'est-à-dire que Girls c'est vraiment... Night. Voilà. Elles sont hyper mimi et tout. Grave. Et en fait, l'article qui accompagnait la photo est terrible. Genre, c'est vraiment regarder Paris Hilton avec ses yeux tombants. Et t'es là, mais n'importe quoi, juste avec une photo normale, quoi. Ouais, grave. Genre, je serais trop contente de ressembler à ça. Mais vraiment. Et puis, je sais pas, genre, surtout si je prends 25 photos de n'importe qui, il y a forcément une photo où t'es dégueulasse. Je suis désolée. Exactement. T'as un œil à Barbès, un œil, voilà. Tu vois, c'est normal. Genre. Et je vois pas en quoi c'est censé te faire se sentir mieux, toi, parce que t'es là, attends, si cette personne a des yeux tombants et est censée être moche, qu'est-ce que ça dit de moi, quoi? C'est horrible. On a voulu imaginer que parce que c'est des gens beaux, riches et célèbres, en fait, ils devraient être irréprochables 24 heures sur 24 et pas jamais avoir une auréole sous le bras ou une goutte de transpi ou je sais pas, ou un œil. Enfin, tu vois, en fait, au nom de quoi on a décidé que les gens devaient être irréprochables 24 heures sur 24. Même parler du poids des... après, on en revient à ce truc très très classique de, je pense, les hommes, excusez-moi. Ah mais bon, voilà, attends, tu crois que c'est la faute des hommes? Voilà, les bougs qui adorent donner leur opinion sur l'apparence des gens qui n'ont rien demandé. Ouais. Quand j'étais petite et que je voyais ces magazines-là, ça critiquait vraiment que les meufs. Moi, j'ai vraiment des souvenirs de le poids de une telle qui est épiée en permanence et tout. Et ça me renvoie à cette phrase ultra bouleversante que Britney Spears, elle a dit dans son livre. Elle parle de tout ce délire de paparazzi, etc., machin, du fait que on parle de son poids, qu'on lui dit qu'elle a grossi, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça. À l'époque, elle a déjà, je pense, facile, je me souviens plus exactement, mais facile 25-30 ans.
Et elle se fait juste une réflexion, elle dit mais à qui est-ce que j'ai promis que j'allais avoir 16 ans toute ma vie en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le métier de paparazzi, c'est quasiment toujours des hommes. Oui. Qui vont souvent poursuivre des femmes. Oui. Les stars les plus harcelées, c'était beaucoup des femmes. Je pense que si on faisait des statistiques, ce serait intéressant. Ouais. Je pense que j'ai pas de souvenir de mecs qui se faisaient forcément suivre. Jordan Bardella et sa meuf, soi-disant. Le pauvre. Ouais. Peut-être Justin Bieber. Justin Bieber, il a vraiment pété un câble. Ouais, c'est vrai. Mais, j'avais pas pensé. Mais tu vois, Justin Bieber aussi, il a explosé. À un moment, il était extrêmement vulnérable, très jeune. Et donc, certes, c'était un garçon, mais c'était tellement un bébé qu'il faisait quand même pour moi partie de la population vulnérable, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement la même chose qu'une très jeune femme, que tout ça. C'est ça. Ouais. Et en tout cas, si on sait que la personne va mal, c'est encore mieux. Et c'est ça qui est vraiment horrible, c'est Britney, plus elle était en train de tomber, plus elle se faisait harceler. Voilà. Le paparazzo se dit tiens, cette personne va mal, est vulnérable, est jeune, et ceci et cela, allez, je vais lui pourrir la vie. Exactement. Et puis, à partir de 2005, tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, ont un téléphone portable. Et tout le monde peut prendre des photos. Pas de très bonne qualité, mais ils peuvent prendre des photos. Et un jour, une jeune fille de 16 ans prend en photo Taylor Swift et Jake Gyllenhaal, malheureusement, je ne sais pas comment ça se prononce. Il est dur à prononcer ce nom. En train de prendre un café dans le Tennessee. Donc c'est vraiment une photo pareil, insignifiante. Random, ouais. Voilà. Elle la vend à un magazine. Elle peut payer ses études grâce à cette photo. Là, j'ai envie de la défendre. Tu l'aurais fait ? À 16 ans, je l'aurais peut-être fait, ouais. Ouais, mais pas par cupidité, en mode tiens, je vais préférer une photo pour aller la vendre. Ouais. Je pense que je l'aurais fait pour moi parce que trop stylé. Mais t'aurais pas essayé de la vendre. J'aurais pris la photo. Peut-être qu'après, tu te dis mais en fait, attends, cette photo, je peux la vendre. Et si c'est j'en sais rien, à 16 ans peut-être c'est trop facile de dire non, j'aurais jamais fait ça. Grave. Mais en réalité ta vie change en fait. $200 000, Bien sûr. Ta vie entière change. Pour moi, c'est pas le même impact c'est pas ton métier. Je suis au café, il y a Jean Dujardin qui arrive au café, je fais petite photo à la con, tu vois. C'est pas la même chose que je vais le suivre dans la rue pour aller voir ce qui se passe, pour aller je vais te jeter des cailloux dans la gueule, on va voir si tu t'énerves sur moi. Non mais bien sûr. L'une des plus grosses agences qui s'appelle X17 est dirigée par un Français, figure-toi, à Los Angeles. Il s'appelle François Navarre. Mais non, attends. C'est le mec de la famille de mon ex. Quoi ? C'est le mec des SDF. Mais c'est incroyable. Ouais. Il est encore là-bas ou pas, tu sais, ou pas ? Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé avec son neveu, mais aux dernières nouvelles, il était toujours là-bas et il avait une très belle maison avec une piscine à débordement. Cette maison a été payée grâce à son harcèlement de Britney Spears. Ah, donc lui, il est Britney ? Son agence était spécialisée Britney. Putain. Et effectivement, il embauche des gens comme des valets de chambre. J'ai trouvé une interview de lui dans Le Parisien en avril 2007, où il dit « Avec l'avènement de la télé-réalité, le métier a beaucoup changé. Aujourd'hui, les gens veulent voir la star dans la vie quotidienne et non plus les photos posées avec maquillage. » Il se spécialise dans les photos de Britney Spears. Il place même 7 hommes à ses trousses, en fait. D'ailleurs, dans cette interview du Parisien que je citais, François Navarre dit « Elle n'était pas dans son état normal. Ça se voyait qu'elle n'était pas dans son état normal, quoi. » On est en 2007, c'est vraiment... elle n'est pas bien du tout à ce moment-là. Tu sais que j'ai le t-shirt I Feel Like 2007 Britney. Oh, ouais, la pauvre, c'était vraiment une très, 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 très mauvaise année pour elle. C'est l'année où elle se rase la tête devant les paparazzis, où elle dit « Je veux plus qu'on me touche, je veux plus qu'on me touche, j'en ai marre, etc. » C'est aussi là qu'elle attaque une voiture de paparazzi avec un parapluie et la fameuse photo. Ouais. Mais il y avait un vrai truc rituel d'humiliation ultra fort à l'époque, vraiment. C'est ça. Moi, vraiment, tous mes souvenirs de presse à scandale, c'est ça. Mais le scandale, il est créé par le journaliste qui a écrit son papier de merde, quoi. C'est business de l'humiliation, en fait, littéralement, ni plus ni moins. C'est exactement ça. Dans un article du New York Times de 2007, le rédacteur en chef de TMZ dit que sur Internet, ils observent un pic de vues quand ils publient des photos et vidéos de Britney. Donc ils se disent c'est génial, ça nous rapporte de l'argent, on va continuer de le faire. Ils disent que ça rapporte plus de vues que pour n'importe quelle autre célébrité. Il y a des gens qui l'adorent et des gens qui aiment voir le désastre. Oui. En 2008, Portfolio rapporte qu'un magazine avec Britney en couverture rapporte 33% de plus qu'une couverture sans Britney. Et de janvier 2006 à juillet 2007, les revenus des magazines qui mettent Britney en couverture sont de $300 000. Il montre Britney Spears, sa descente aux enfers, le fait qu'elle ait perdu la garde de ses enfants, le fait qu'elle se rase la tête, qu'elle casse une voiture avec un parapluie. Mais derrière, ils vont contribuer encore au désastre. Oui, ils alimentent eux-mêmes le truc, quoi. Mais parfois, je me demande, est-ce qu'ils se rendaient vraiment compte de l'impact de ce qu'ils faisaient ?
C'est pas possible de pas t'en rendre compte. Je pense je sais pas, à un moment donné, si je prends un verre d'eau, que je te le balance dans la tête, je le vois que ça te saoule. T'as zéro intelligence émotionnelle, mon pote, c'est comment? Tu peux pas ne pas t'en rendre compte. Toujours dans cet article de New York Times, le rédacteur en chef de Us Weekly dit « Je ne pense pas qu'elle aurait perdu la garde de ses enfants aussi rapidement si la presse ne l'avait pas suivie de près. » Cette fameuse photo où il y a son enfant, tu sais, qui est un peu comme as. Oui. C'est parce qu'elle était entourée de tellement de paparazzi et en fait elle essayait juste de les esquiver qu'à un moment donné, elle tient son enfant dans les bras, je crois peut-être même qu'elle a les deux sur la photo, je me souviens plus, mais en fait c'est en essayant d'esquiver les mecs que le bébé à un moment donné la tête elle part un peu comme ça. C'est exactement ça. Et après mauvaise mère. Je crois qu'il y avait aussi une photo où elle a son enfant sur ses genoux dans la voiture. Et en fait, c'est parce qu'elle peut pas sortir de la voiture. C'est juste parce qu'elle peut pas sortir de la voiture. Elle a pas le choix. Elle pourrait marcher si vous n'étiez pas en train de lui de la harceler, quoi, littéralement. C'est ça, la situation est créée par les photographes eux-mêmes, quoi. Oui, voilà. Mais à un moment, ça ne marche plus. Forbes révèle que pendant la première moitié de 2007, la période donc où Britney s'est rasé la tête et a commencé une cure de désintoxication, elle était sur 18 couvertures de magazines. C'est donc la célébrité qui fait le plus de couvertures des médias. Et ils écrivent que ces magazines ont vendu 600 000 exemplaires de moins que d'habitude. Et donc, ça veut dire que le public commence quand même à en avoir marre. D'un côté, les magazines se vendent quand même pas mal, mais on sent qu'il y a un déclin. Est-ce que c'est parce que les gens se disent au bout d'un moment, ça va trop loin, la pauvre Britney, c'est terrible de voir ça ? Ou est-ce que c'est juste qu'ils se lassent parce qu'ils se disent on a compris, c'est toujours le même truc. C'est toujours le même truc. Elle a déjà perdu ses gosses, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que quelle est notre responsabilité aussi dans l'histoire? Quand tu vois par exemple que les couvertures de Britney se vendent beaucoup, c'est ça. Je veux pas blâmer le public pour tout, parce que derrière il y a vraiment des médias qui s'enrichissent, mais ils le feraient pas s'il y avait pas un public derrière qui achetait. C'est toujours pareil. Moi je te le dis, c'est profond respect sur ma daronne, mais elle achetait clairement ces magazines-là quand j'étais petite. Oui. Et c'était, il y avait un truc de, et je sais pas du tout quelle opinion elle pouvait avoir sur telle star ou quoi, mais je pense que ce côté humiliation, ça plaisait au public aussi. Je pense que les gens, s'ils achetaient ce genre de magazine, on en revient à, pour se rassurer que ces gens qui sont riches, beaux et célèbres, ils ont aussi une vie de merde comme toi. En fait, je crois que c'est ça, ce qu'on appelle le Schadenfreude, le fait de se réjouir du malheur des autres, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est pour toi te sentir mieux dans ta peau, rabaisser les autres. C'est un peu les mêmes rituels que tout ce qui est humiliation, harcèlement scolaire. Enfin, en fait, harcèlement même au taf, etc. D'une manière générale. En général, c'est les gens ont un problème d'amour propre ou de légitimité ou je sais pas, et donc du coup ils ont envie de se dire cette personne-là fait mal, c'est une personne scandaleuse, c'est une personne comme ci comme ça, c'est une mauvaise mère. Tu vois la photo des trois. Paris Hilton, Lindsay Lohan et Britney Spears. Je me souviens grave de cette offre qui était présentée comme genre Wild Nights, tu vois, en mode les meufs font faire un truc de fou. Est-ce que moi, quand je vais boire du chardonnay avec mes copines, c'est la même chose, l'histoire était même pas dingue. Elle sortait d'une soirée, elle se rentrait dans le truc. Soirée, la meuf, c'est tout. Genre, c'est ouf. pas, et d'ailleurs, c'était titré le Bimbo Summit. Ouais, il y a rien et c'est tout de suite tourné en mode oh wild, elles sont incontrôlables, les meufs sont déchaînées, c'est des bimbos. Pourquoi? Elles sont juste allées en soirée, elles rentrent chez elles. C'est parce que les photos, si elles marchent autant, c'est parce qu'elles racontent une histoire. C'est parce qu'il y a un récit qui est associé à ces photos. On veut faire passer un message. Et donc, parfois, c'est avec un titre, avec un article qui l'accompagne, on va dire, OK, là, vous avez l'impression que c'est juste une photo, mais en fait, moi, je vais vous raconter derrière. Donc, en fait, c'est genre la déchéance de machin. Oui. Peut-être que Britney Spears, dans un autre contexte, la même photo d'elle avec son enfant sur ses genoux ou sa tête qui tombe un petit peu dans la voiture. Est-ce que dans un autre contexte, avec un autre titre, on l'aurait interprété totalement différemment? Ouais, carrément. Et puis à l'époque, du coup, on n'avait pas les contenus vidéo. Si aujourd'hui, je croise Paris, Britney et Lindsay qui vont en soirée et que tu filmes et que tu te rends compte qu'en fait, c'est juste trois meufs en train d'aller en soirée. Exactement. Et tu peux pas sortir de son contexte, un truc comme ça. Enfin, tu peux couper, tu peux faire du montage, évidemment. Et puis maintenant, il y a les IA, machin, on peut partir dans tous les sens. Oui. Mais je pense que si à l'époque, on avait juste une vidéo de Britney Spears en train d'esquiver les paparazzis et de voir que du coup c'est pour ça, c'est parce qu'elle est littéralement poussée par les mecs que son gamin il est un petit peu en équilibre dans ses bras, en fait tu peux pas sortir le truc du contexte. C'est vrai, les vidéos apportent du contexte. Ouais. En 2008, et ça c'est vraiment un symptôme de syndrome de Stockholm, Britney se met en couple avec Adnan Galib qui est un paparazzo. Oui, tout à fait. Un mec il a harcelé et elle se met en couple avec lui. Enfin, c'est quand même dingue quoi. C'est dire à quel point elle allait pas bien quoi. Oui. Je crois qu'elle dit en fait c'était un peu le gentil tu vois, c'était un peu celui qui était rassurant et à ce moment-là elle était tellement seule, elle était tellement dépitée que puis je pense aussi un côté un petit peu transgression dans le sens où avec sa famille c'était vraiment le bazar et tout,
Mais ouais, quoi, c'était le mec un peu qui, je sais pas, il l'a endormi, quoi. Il l'a endormi, il lui a dit monts et merveilles, alors qu'en fait, il était quand même en train de faire quelque chose d'horrible à la base, quoi. Oui, à la base, et même pendant qu'il était avec elle s'est rendue compte évidemment qu'il donnait des tips à des paparazzi, donc elle l'a quitté à ce moment-là. Enfin, ça s'est très très mal fini. D'ailleurs, elle a obtenu aussi une mesure d'éloignement contre lui. Ça se demandait s'il a pas fait exprès de vouloir la pécho. Mais bien sûr, évidemment. Mais c'est pas quelqu'un qui. De toute façon aussi, quand tu es à ce niveau de célébrité, malheureusement, tu dois pas souvent trouver des gens qui sont bien intentionnés envers toi. Oui. C'est pour ça que tu es obligé de te mettre avec d'autres célébrités, je pense, à un certain moment. Parce que, ou en tout cas, ou des gens aussi riches que toi. Sinon, c'est forcément quasiment sûr qu'ils veulent profiter de toi. Ouais. Il y a de grandes chances, Ils typaient des paparazzi. Justement, en général, les paparazzi ont besoin de types parce qu'ils peuvent pas être partout à la fois. Donc, tiens, demain, ils vont aller à tel événement. Tiens, demain, ils vont aller à tel hôtel. Ok, super. Et donc, ils les payaient. Si le type est vraiment, vraiment bien, pour une très, très grosse célébrité, ils vont même donner une partie des revenus de la photo au tipeur. Donc, c'est pas juste qu'ils vont lui donner une sorte de forfait, ils vont lui donner une part, quoi. Et souvent, les sources, les gens qui donnent des tips, c'est la famille elle-même. Oui, parce que comment savoir sinon ? Et c'est peut-être eux dont les célébrités se méfient le moins. Oui. Parfois, ce sont les célébrités elles-mêmes qui vont typer les photographes, qui vont leur donner des indices sur où ils vont se trouver. C'est intéressant, ça. Déjà, dans les années 2000, un paparazzi que j'ai entendu dans un podcast, Randy Bauer, estime que 75% de ses photos sont organisées par les célébrités elles-mêmes, qui vont derrière toucher une commission, donc c'est bien, ils se font des sous, mais pas seulement, parce que c'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi pour faire passer un message. Oui. C'est évidemment, il y a des rumeurs sur une relation qui bat de l'aile, comme par hasard, on va être pris en photo en train de s'embrasser à un café. Se galoche pour que tu te dises, ouais, non, exactement. Tout va bien. Le fameux Randy Bauer, il raconte qu'il a été appelé par Julia Roberts. Est-ce que tu peux me décrire la photo et le message sur le t-shirt de Julia Roberts ? Hello, quoi ? Hello, Vera. Hello, Vera. Et donc, tu la vois au téléphone. Au téléphone, toute très naturelle. Très naturelle. Petit plaquage parfaitement réussi. Mais Hello, Vera, j'ai pas... En tout cas, pas la ref. Donc, ça pourrait faire genre Hello, Vera. Hello, Vera. Donc, au début, ils regardent ça, les photographes, justement, ils se disent, mais Hello, Vera, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne comprennent pas. Julia Roberts, à ce moment-là, elle est en couple avec Danny Moder. Sauf qu'il est en pleine instance de divorce. Il est en pleine instance de divorce, mais sa femme traîne des pieds, sa femme Vera. C'est une gamine. Non, mais elle est vraiment... Et donc, évidemment, elle a fait exprès d'appeler les paparazzi à ce moment-là et de porter ce t-shirt. Et donc, aujourd'hui, avec Internet, les fans décortiquent toutes les photos. Ils essaient de trouver les fausses photos de paparazzi, des photos qui seraient orchestrées par les célébrités. Récemment, tu sais, donc Jennifer Lopez et Ben Affleck, ils s'étaient mariés, ils s'étaient remis ensemble. Bon, ça c'est terminé, mais il y a des rumeurs. Ils avaient recréé la photo sur le bateau. Ils ont recréé exactement une photo. Ouais. Alors, une photo qui, à la base, c'était une scène dans Jenny from the Block. Ouais, c'est ça, le clip. Ils sont trop beaux dans ce clip. Et ils ont recréé par hasard, malencontreusement, la même photo, donc où ils sont allongés tous les deux et Ben Affleck met une main sur les fesses de Jennifer Lopez. Évidemment, c'était une photo qui était mise en scène. Évidemment. Mais qui était présentée comme une photo sur le vif. Beaucoup des photos suspicieuses sont créditées Backgrid. Et Backgrid, c'est une agence de photos qui a été créée en 2017. Elle est devenue omniprésente dans les tabloïds, notamment TMZ, People et Page Six. Ça a été créé par l'ancien paparazzi Steven Ginsberg. Derrière, ça a été racheté par Shutterstock. Cette agence emploie des paparazzis en freelance. Elle a un réseau de 1000 photographes dans le monde entier. Ils peuvent fournir aux médias des photos quasiment en temps réel. Les fans se rendent compte qu'ils ont l'air d'être spécialisés quand même sur certaines stars, notamment les Kardashians. Les Kardashians sont souvent pris en photo par Backgrid. Ils sont aussi crédités sur presque toutes les photos et les vidéos de Taylor Swift et Travis Kelce. Même Ben Affleck et Jennifer Lopez, 2e édition, c'est pareil, c'est souvent Backgrid. Et donc ils se disent, c'est quand même bizarre, ça donne l'impression quand même qu'ils ont été appelés directement par les célébrités. En tout cas, ils sont dans les bonnes grâces, dans les petits papiers des célébrités. On appelle ça, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette expression, les papwalk, donc pas pour paparazzi et walk pour marcher. C'est le fait d'orchestrer complètement ça. Donc quand une photo a l'air d'être mise en scène, créée de toutes pièces par les célébrités, on appelle ça un papwalk. Pourquoi ils n'assument pas ? C'est pas grave, tu vois, quand il y a par exemple, en mémoire, quand les bébés de Brad Pitt et Angelina Jolie étaient nés, je me souviens qu'il y avait tout un truc de qui sera le média qui va voir la photo des bébés, le premier. Et qu'ils avaient vendu, je me souviens qu'on parle, je sais plus du tout te dire combien c'était, mais je me souviens que ça m'avait vraiment, la photo avait été vendue ultra cher, évidemment. Et c'était un statement, quoi. C'était en mode, du coup, on a décidé de vendre la photo du bébé, tel prix, machin. Non, mais tu veux dire pourquoi ils font genre que les photos sont prises sur le vif ?
En fait, pour beaucoup de célébrités, c'est une façon de dire « Regardez, les paparazzis s'intéressent à moi, ça veut dire que j'ai de la valeur. » Je suis quelqu'un. Ouais, je suis quelqu'un. En fait, ça rend la photo beaucoup plus intéressante que si c'était une photo qui était complètement mise en scène de façon évidente. On a l'impression quand même d'être dans le secret quand on voit une photo qui est censée être prise sur le vif comme ça. Donc je pense que tout le monde a un petit peu à y gagner dans cette histoire. Les photographes eux-mêmes, les agences, les médias eux-mêmes, évidemment, qui vont vendre les papiers derrière. Pour le public, c'est plus vendeur, peut-être. C'est sûr. Surtout aujourd'hui, avec Internet. Aujourd'hui, tu as tellement de photos. Les photos sont partout. Oui. Tu as l'impression, de faire partie de la vie quotidienne de cette star, quoi. Curiosité malsaine. Comme quand on regarde, quand on voit qu'il y a un accident et qu'on est en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Exactement. Et pour les célébrités, c'est un moyen de se montrer relatable, justement. Regardez, je suis comme vous, je marche dans la rue comme vous. Évidemment, la réputation des paparazzis a beaucoup changé, notamment après la crise de 2008. Beaucoup d'agences photos et magazines ont fusionné ou réduit leurs activités, donc ça a transformé le métier. Beaucoup ont adopté des modèles d'abonnement, donc au lieu d'être payés de grosses sommes par photo, les photographes maintenant reçoivent une petite part selon l'utilisation des photos qui est faite derrière. C'est très différent, ils gagnent beaucoup moins qu'avant et l'arrivée des réseaux sociaux a permis à tout le monde donc de poster des photos. Tout le monde peut envoyer même, tu vois, les comptes comme 2 mois aux États-Unis, des comptes de fans qui publient des photos envoyées par des internautes. Et donc voilà, maintenant on n'est plus obligé de passer du tout par les médias traditionnels, quoi. Oui, peut-être même que les gens, ça les amuse, ils voudraient même pas de l'argent pour ça. En fait, c'est ça. Donc ça réduit l'intérêt, ça réduit justement la valeur des photos. Et aujourd'hui, les paparazzis sont moins vus comme des adversaires que comme presque des amis, voire des extensions de leur vie. C'est-à-dire, c'est comment utiliser les paparazzis à mon avantage, en tout cas. Comme ça, tout le monde est content à la fin, en fait. Tout le monde a exactement ce qu'il veut. Rihanna, elle est connue pour ça, notamment la photo où elle marche dans Harlem avec A$AP Rocky, enceinte. Je suis sa mère, cette photo, elle est trop stylée. T'as vu cette photo ? Mais je sais pas à quel moment est-ce qu'on peut penser que c'est pas un pop walk, quoi. C'est évident que c'en est un. J'ai lu dans un article un paparazzi qui dit, ok, voilà comment voir si c'est une vraie photo ou si c'est une photo qui est complètement mise en scène. Est-ce qu'il y a quelqu'un en arrière-plan ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne au premier plan ? Ou est-ce que, comme par hasard, on voit parfaitement bien les célébrités et la vue est complètement dégagée. Alors parfois même ils vont carrément directement regarder l'objectif. Alors ça peut arriver, t'es surpris par un photographe, donc du coup tu regardes l'objectif, mais ça se voit. Moi il y a une photo qui me fait extrêmement rire, c'est une photo de Sabrina Carpenter l'année dernière. Alors là on est sur une petite promenade avec un chien adorable. Voilà. Puis oui non enfin la photo est parfaite, quoi. La photo est parfaite, elle a sa robe rouge parfaite. T'imagines avec des talons dans un parc. Ouais c'est ça, genre. Des talons aiguilles. Tu penses que c'est quoi le message à véhiculer ? C'est elle est comme nous, elle a dans les yens. Pour moi c'est genre, c'était peu avant la sortie de son dernier album qui s'appelle Man's Best Friend. Oui. Où elle joue vachement avec l'image justement du petit chien qui est censé être le meilleur ami de l'homme. Et donc je me dis c'est quand même bizarre que peu de temps avant elle était prise en photo comme par hasard avec un chien. Elle a souvent été prise après en photo avec des chiens. Moi je pense que c'est totalement de la promo pour son truc. Ouais j'avoue. Enfin ça c'est ma théorie. Ta théorie se tient grave, Voilà. Il y a aussi pour des célébrités de second ordre un autre intérêt qui est de dire regardez les paparazzis, tiens, Jordan Bardella, les photographes s'intéressent à moi, les paparazzis s'intéressent à moi, ça veut dire que je mérite votre attention. Mais en même temps, les paparazzis ne prendraient pas des photos comme ça s'ils n'avaient pas quelque chose à en retirer. Donc ça peut confirmer aussi d'une certaine façon. Bon, là, Jordan Bardella, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Je suis pas sûre que ça ait beaucoup aidé, mais en tout cas, l'idée, c'était que tout le monde devait être gagnant. T'as réussi à berner personne, Jordan. T'as réussi à berner personne, exactement. Flemme. On est arrivé d'ailleurs à un tel point aujourd'hui, les photos des papwalks sont tellement répandues que maintenant tout le monde se méfie des photos de célébrités. Tout le monde va y voir un complot derrière. Parfois, c'est vrai. Par exemple, on parle beaucoup des PR relationships, donc c'est les fausses relations de célébrités. Les internautes vont tellement se méfier que parfois ils vont voir des PR relationships là où il n'y en a pas, ou des fausses photos là où il n'y en a pas. Et c'était le cas beaucoup avec Timothée Chalamet et Kylie Jenner. Maintenant, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Je pense qu'on peut dire que... Je pense qu'ils vont se fiancer, ils vont se marier. Ils sont trop mimes, laissez-les tranquilles. Voilà. Il y a aussi, peut-être aujourd'hui, avec en plus maintenant l'IA qui s'est rajoutée, une habitude de tout questionner, quoi. Les fans de Timothée Chalamet qui détestent Kylie Jenner, notamment Club Chalamet, qui est vraiment un compte hyper féroce envers Kylie Jenner. Ah ouais ? Club Chalamet, c'est une meuf qui a 60 ans, obsédée par Timothée Chalamet, qui disait que Kylie Jenner n'était pas du tout à sa hauteur. Et c'est une meuf de 60 ans. Il y a eu un portrait d'elle dans le Wall Street Journal. C'est une criminelle, cette dame ou Non, mais c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'elle a fait des photos avec lui et tout. Genre, elle a réussi à se glisser dans des événements. Ah ouais, c'est un truc de fou. Terrifiante. Il y a genre 3 semaines, elle a décidé qu'elle arrêtait de suivre Timothée Chalamet et maintenant elle a reporté son attention sur Connor Story de Heated Rivalry. Le pauvre, c'est terrible. Mais c'est une femme qui est dérangée. Est-ce qu'elle a le truc, c'est quoi déjà cette
ce trouble où t'as l'impression vraiment que c'est ton mec. Érotomanie. Voilà, érotomane un peu, tu vois, peut-être. Oui, mais je pense parce qu'elle dit non, mais je le vois comme si c'était mon neveu, quoi. Enfin, il n'y a absolument pas de truc creepy dedans. Et Mais déjà, pardon. ton neveu, t'as pas jugé sa meuf de base. Exactement. De ton neveu. Et donc vraiment, Club Chalamet, elle allait poster des photos. Regardez, ça se voit qu'il n'a pas du tout envie d'être avec elle. Elle est à fond sur lui. Et lui, genre, il regarde légèrement sur la droite. Et donc, ça veut dire qu'il en a rien à foutre. Il est forcé de faire ça par ses managers. C'est une peer relationship. Horrible. Tu regardes pas ton gars dans les yeux pendant 3 secondes, ça dit mais rien à foutre en fait. Mais c'est ça une fausse relation. Mais c'est ça qui est fou avec les photos, c'est que tu peux leur faire dire n'importe quoi. Ouais. Et moi qui regarde un peu quelques émissions même de télé-réalité, donc là on n'est pas sur des photos mais sur des vidéos. Bon, évidemment tout est très écrit par la production derrière, donc voilà, on sait jamais exactement ce qui s'est passé. Je me dis toujours, mais ok, moi je vois cette scène, je l'interprète de cette façon parce que c'est ça mon avis sur la personne en question à ce moment-là. Peut-être que j'aurais une toute autre lecture d'exactement la même scène dans un autre contexte. Donc voilà. C'est très facile de manipuler avec du contenu multimédia. C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Hein. Même là, si on veut, on prend cet audio que nous sommes en train de faire. Tu le prends, tu le coupes, tu le montes dans tous les sens. Tu peux me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est ce que je vais faire juste après, évidemment. Je vais te faire dire, je hais François Navarre. C'est mon oncle. C'est mon oncle, exactement. Il faut pas non plus complètement rejeter ce genre de photos. Tout n'est pas un pap-walk et les stars sont vraiment toujours harcelées par les paparazzis. Bien sûr, ce sera jamais la même ampleur qu'avec Britney ou Diana, et tant mieux. Mais récemment, Chappell Roan avait demandé aux paparazzis de partir alors qu'elle était à Paris pendant la Fashion Week, qu'elle allait manger au restaurant et qu'elle avait montré, elle avait filmé les paparazzis qui l'encerclaient. Donc, ça montre bien aussi que les paparazzis, le métier existe toujours, les célébrités ne sont pas toujours complices des paparazzis, loin de là. C'est certainement pas la fin, mais par contre c'est sûr que le métier a drastiquement changé. Oui, ça vend toujours aussi bien, tu sais. Beaucoup moins qu'avant. Ouais. Non, mais beaucoup moins qu'avant. Je sais pas combien ça rapporte. Je veux dire les magazines. Je suis même pas si sûre. Parce que maintenant tout le monde consomme sur les réseaux sociaux. Hein. Ah oui. Enfin, maintenant du coup les magazines ils sont sur les réseaux aussi, donc peut-être qu'avec la pub ils se feront jamais autant d'argent qu'en papier. Oui, c'est clair. C'est la crise des médias en général. Je pense que plus personne ne gagne autant. C'est terminé. Puis l'omniprésence des photos, ça fait perdre la valeur de. Fallait avoir la vision à l'époque, donner des appareils photo SDF par exemple. Et après on se retrouve avec une villa avec piscine. Voilà. Et on a réussi sa vie. C'est fascinant. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des paparazzis ? Est-ce que tu penses que le métier va disparaître ? Est-ce que tu penses qu'il a quand même un avenir ? Est-ce qu'il a encore un intérêt finalement ? Est-ce qu'il a un vrai intérêt ? Je pense qu'il n'a jamais eu de vrai intérêt. Si vraiment on parle d'intérêt, parce que voilà, bien sûr, c'est tellement immoral dans le fond que voilà. Après, je pense que l'être humain a de gros côtés mauvais de toute façon par définition. Donc si c'est pas ça, en fait ça va muter quoi, tu vois. Est-ce que ça va pas être juste des espèces de ramassis de conneries en IA c'est ça. Ça va muter d'une certaine autre façon, mais je pense que l'être humain trouvera toujours un moyen d'humilier son prochain en fait, malheureusement, et c'est horrible. Tu vois, au même titre que tous on peut être un petit peu curieux d'un truc un petit peu morbide de temps en temps, qu'on regarde des documentaires true crime pour essayer de comprendre pourquoi les gens sont complètement dérangés du cerveau, etc. Je pense que malheureusement, ces espèces de rituels d'humiliation, ils sont un peu trop dans l'essence de l'être humain, et ça me désespère. C'est tout ce que je déteste dans l'humanité, quoi. Mais j'ai pas du tout l'algo paparazzi sur Insta. Je suis en train de me rendre compte, tu vois, que je vois pas du tout à quoi ressemblent ces contenus aujourd'hui. Maintenant je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir un petit peu ça dit quoi sur l'Instagram de Closer par exemple et tout. Mais je suis pas sûre je ne leur prédis pas forcément un grand avenir, mais je pense qu'ils sont suffisamment plein de ressources pour se réinventer d'une manière qui leur sera lucrative, quoi. C'est marrant, mais je suis sur des forums, sur des subreddits pop culture, et en tout cas les deux que je suis activement, c'est des gros subreddits, et en général ils refusent les liens de TMZ, du Daily Mail, etc. On peut poster genre le contenu, les photos, mais pas de lien vers l'article parce qu'ils disent non mais ils ont été tellement horribles envers les stars et ils le sont toujours d'une certaine façon. Ils exploitent vraiment la misère humaine et donc on cautionne pas ça. Donc c'est des fans de pop culture, des fans de la vie des célébrités, mais qui cautionnent pas les tabloïds qui ont été responsables notamment de la descente aux enfers de Britney et tout ça, quoi. Moi, je me souviens, ce que j'aimais bien dans la presse comme ça, quand j'étais petite, c'était de voir les tenues, les outfits, tu vois. Bien sûr. Je me disais juste, trop belle, trop bien habillée, j'adore ça. Il y a une photo très connue de Britney Spears où elle a un t-shirt, tu sais, un faux t-shirt Pepsi.
où il y a écrit sexy. J'ai acheté le même t-shirt exprès parce que, et ça vient d'une photo de paparazzi qui est super. Putain, j'aurais dû le mettre. Je pense que je me reconnais plus dans ces gens-là, voilà, qui peuvent avoir. Au même titre que tu as envie de voir un petit peu les outfits de ton influenceuse préférée ou quoi. C'est cette curiosité-là, et en fait, c'est pas pour humilier, ça, c'est vraiment juste. Moi, ça me fascine ces photos-là, mais vraiment pas du tout dans une volonté d'humilier, évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est horrible, c'est le côté créer la situation pour. Bon, pas les papouoks, mais plus voilà, créer une situation problématique pour mettre la personne dans une situation embarrassante. Enfin, c'est littéralement ton mec qui te fait une crasse et qui te dit que c'est ta faute. C'est la même chose. Enfin, tu vois, non, mais c'est exactement ça. Merci d'être venu pour cet épisode. Merci à toi pour l'invitation. C'est un honneur et c'est super fascinant. Merci d'avoir écouté, regardé cet épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous sur YouTube, mettez des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. En audio, tous les jeudis, je propose des épisodes bonus. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Merci beaucoup.